Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 19 décembre. L'A32X s'appellera désormais l'Airbus A380. Ce sera le plus gros avion de l'histoire, un défi technologique pour l'Europe et une menace pour Boeing. Son lancement vient d'être annoncé à Toulouse. Législative, vous les voulez avant ou après la présidentielle? C'est la question du jour à l'Assemblée. Le débat qui met en évidence les divisions de la droite comme de la gauche. François Bayrou, le président de l'UDF et partisan d'une priorité donnée à l'élection présidentielle, sera notre invité dans ce journal. Il ne faut plus jamais qu'une affaire comme celle d'Auxerre puisse se reproduire, que l'on parle de prescription plus de 20 ans après les faits. La garde des Sceaux annonce une inspection des services judiciaires, enquête de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Quelle sécurité pour les convoyeurs de fonds? Le journal officiel publie le décret qui doit répondre aux attentes de la profession en termes d'aménagement et de formation. Et puis nous irons aux Philippines où nos équipes ont suivi la piste d'Alfred Sirven, l'ancien numéro 2 du groupe ELF, qui semble bénéficier dans sa fuite de l'appui d'une secte. Enfin, Lucie, à force de concerts, d'albums et de tournées à travers la France, Autour de Lucie s'impose comme l'un des grands groupes français. C'est un projet gigantesque, pour ne pas dire titanesque, fort d'une cinquantaine de commandes déjà enregistrées. L'A32X a donc été lancé officiellement aujourd'hui à Toulouse sous le nom d'A380, 24 mètres de haut, 73 de long et 80 d'envergure pour un maximum de 800 passagers. L'A380 sera le plus grand avion jamais construit. Patrice Pellet et Patrick Voix. C'est donc parti pour la construction du plus grand avion du monde, dont voici l'intérieur. On n'a jamais fait plus vaste ni plus convivial. Pour la première fois, la vie à bord a été totalement repensée. Cet après-midi, ce nouvel avion a reçu son nouveau nom, A380. Et le programme a été longuement présenté par les responsables d'Airbus et des partenaires associés à sa construction. Étude terminée fin 2001, premier vol 2004, mise en service vers 2005. Ce qui fera que la 380 s'impose, ce sont ses qualités, la place à bord, son confort, ses coûts d'exploitation extrêmement bas, et ça, personne ne peut aller contre. Pour les 15 prochaines années, un marché potentiel de 1500 gros porteurs a été identifié. L'objectif d'Airbus et de ses partenaires, en construire la moitié. La 3XX est le projet qui a été le mieux étudié probablement de tous les temps. C'est-à-dire que depuis 6 ans, et depuis 4 ans de façon très intensive, plus d'1 millier d'ingénieurs d'Airbus ont travaillé pour définir cet avion. Et on a mis vraiment l'équation en face de ce qu'il était possible de faire avec le plus haut niveau de la technologie et ce que souhaitaient les clients. 50 commandes fermes, 40 options, c'est un bon départ. Le seuil de rentabilité commencera après le 250e avion. L'A380, c'est plusieurs milliers d'emplois à travers l'Europe. La France et l'Allemagne se partageront l'essentiel du travail. La France pour l'assemblage final du fuselage, l'Allemagne pour tout ce qui est aménagement intérieur. Et inutile de dire que l'arrivée d'un tel appareil dans un aéroport d'ici 2006 ne se fera pas sans mal, qu'il faille élargir la piste ou surtout aménager les terminaux pour gérer une telle quantité de passagers et de bagages. Enquête à Roissy d'Agnès Molinier et de Daniel Lévy. C'est ici que les premiers passagers de l'A380 débarqueront dans ce nouveau terminal de l'aérogare 2 à Roissy. Commencé il y a 1 an, il est spécialement conçu pour les gros porteurs, 747 A340 et bientôt A380. Il y aura une salle d'embarquement suffisamment grande pour accueillir jusqu'à 850 passagers. La grande nouveauté, ce seront les salles d'embarquement. Elles ne seront pas forcément très différentes. Il faut qu'on étudie notamment les questions de hauteur, puisque le pont supérieur de cet avion est plus haut que ceux des 747 actuels. Donc on essaie de voir les pentes, et donc c'est susceptible d'avoir un impact sur la longueur de la passerelle et sur son positionnement, sur son accroche sur le bâtiment. Pour décoller, l'A380 a besoin de moins de distance que les autres. Pas besoin de pistes plus longues, simplement plus larges. Or, Roissy, comme les grands aéroports internationaux, a anticipé et dispose déjà de pistes suffisamment larges. Mais la mise en circulation de ce très gros avion demande quand même des aménagements.
Puisque cet avion est plus large que ses petits frères, il fait l'envergure de 80 mètres, ce qui dépasse d'une quinzaine de mètres les plus larges des autres avions, eh bien, il faut bien entendu que ces voies soient un peu plus écartées pour qu'il n'y ait aucun risque de frottement de bout d'aile. Pour le reste, il faut aussi que les postes de stationnement des avions, comme les places de stationnement d'une voiture, de la même façon, devant l'aérogare, soient plus larges et plus profondes. Paris accueillera la 380, Toulouse aussi, même s'il doit y avoir plus de personnel pour faire face à l'afflux de passagers, la gestion de l'embarquement et des bagages risque de poser quelques problèmes. Du côté de Boeing, où l'on régnait sans partage depuis des années sur ce marché très lucratif des grands avions, on affiche une sérénité de façade. Boeing devrait d'ailleurs sortir une version allongée de son 747. Mais les autorités américaines agitent déjà la menace d'une guerre commerciale. Elles critiquent le financement public d'une partie du projet. Pascal Golomer et Philippe Deslandes. Pas de panique à Seattle. Chez Boeing, on n'a jamais voulu afficher la moindre inquiétude face à l'arrivée du nouvel Airbus. Trop cher, trop risqué, disent les Américains. Eux préfèrent proposer une version allongée de leur bon vieux 747 lancé il y a 30 ans. Il pourra emmener désormais 522 passagers contre 416 aujourd'hui. Les patrons du groupe sont restés très discrets ces derniers jours. Le président Clinton, lui, a volé à leur secours en déclarant hier devant Jacques Chirac et le président de la Commission européenne, Romano Prodi, qu'Airbus bénéficiait pour lancer la 380 d'une aide publique excessive. Une aide sous forme de prêt, le tiers du coût total, 30 milliards de francs. Aide légale, dit-on dans le camp européen, qui veut dédramatiser. Il faut bien travailler maintenant pour que la prise de position ne se transforme pas en guerre commerciale. Et à mon avis, il y a beaucoup d'espace pour éviter des tensions entre les États-Unis et l'Europe sur ce domaine ici. C'est un vieux feuilleton qui a souvenant envenimé les relations américano-européennes. Il pourrait se prolonger bientôt devant les instances de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Dans le passé, les États-Unis avaient vraiment eu un dossier juridique suffisamment fourni pour prouver que, au fond, Airbus était aidé de façon très inégale, très supérieure à Boeing, ils l'auraient certainement soumis à l'organisation qui a précédé l'OMC, au GATT. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que leur dossier juridique et financier n'est pas suffisant. Une réunion aura lieu à ce propos le 11 janvier prochain à Washington entre Européens et Américains pour tenter de dissiper les malentendus. Et puis enfin, sachez que cette décision d'engager le projet A380 aura bien sûr des conséquences économiques à Toulouse, mais aussi dans la région de Nantes et de Saint-Nazaire, où l'on annonce plus de 2000 embauches. Officiellement, cette guerre commerciale qui s'annonce n'a pas été abordée par Jacques Chirac à Washington, mais le président de la République a réussi un joli coup diplomatique en étant le premier chef d'État étranger à rencontrer le nouveau président américain, Étienne Lénart. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir rencontré le futur président. Une tape amicale, un secret à l'oreille pour un réel privilège. Jacques Chirac a été hier soir le premier président étranger à rencontrer sur le sol américain celui qui pendant 4 ans, à partir du 20 janvier prochain, présidera aux destinées de la première puissance mondiale. Il faut se méfier des premières impressions, mais j'ai eu une excellente impression. Excellente impression. J'ai eu l'impression d'un président qui voulait être véritablement le président de tous les Américains. Et j'ai eu le sentiment que c'était sa conception de la politique, une approche d'ailleurs moderne de la politique. Ce matin, c'est un autre président que rencontrait George Bush. Celui dont il prendra très vite la place à la Maison-Blanche. Un instant d'histoire que les photographes ne pouvaient manquer d'immortaliser. Introduit dans le célèbre bureau ovale, George Bush s'est dit là pour écouter les conseils de Bill Clinton si celui-ci était suffisamment aimable pour lui en donner. L'image prouvait en tout cas que la politique est un éternel recommencement. Au même endroit, il y a 8 ans, dans la famille Bush, c'est le père qui serrait la main de Bill Clinton après avoir reçu une mémorable gifle électorale. L'autre grand dossier du jour, c'est bien sûr le débat à l'Assemblée sur le calendrier des élections. Nous en parlerons dans un instant avec François Bayrou. Le débat a été courtois, sans surprise. On a beaucoup parlé de convenance. Philippe Boissry, Pascal Caron et Michel Levasseur. Ce matin, il y avait de la baguette magique à l'Assemblée nationale. D'un seul coup, les communistes sont passés dans l'opposition et Valéry Giscard d'Estaing s'est retrouvé dans la majorité. Comme les socialistes, il est favorable à l'organisation de l'élection présidentielle avant les législatives, pour une raison toute simple. Un tel débat est en effet utile, voire même indispensable. Car ce qui sera en question cet après-midi n'est rien de plus, mais rien de moins
que la rectification d'une anomalie de calendrier. Seul problème, l'ancien président de la République n'a pas convaincu tout son parti. L'UDF, Renaud Donnedieu de Vabre, a plaidé exactement l'inverse, dénonçant les ambitions présidentielles de certains. Lionel Jospin appréciera, François Bayrou aussi. Et ce fut au tour d'un autre ténor d'entonner le refrain de la convenance personnelle. Fidèle aux arguments de Jacques Chirac, Alain Juppé a mis en garde Lionel Jospin. Vous auriez dit, c'est peut-être une manœuvre, mais c'est de la belle manœuvre. Prenez garde de ne pas vous retrouver dans le rôle de l'arroseur arrosé. Personne ne sait comment ce genre de choses tourne. Débonnaire, Lionel Jospin lui rétorqua l'expérience ratée de la dissolution de 97. Un petit plaisir avant d'affronter les critiques de sa majorité plurielle. On fait des députés, des gens à la remorque du président, des godillots. Nous ne voulons pas être des godillots de quelque président que ce soit. Ce que propose Lionel Jospin, qui est devenu le premier gaulliste de France, c'est que le président reste la clé de voûte de nos institutions. Nous voulons un renforcement du pouvoir du Parlement. De tout cela, Lionel Jospin a promis d'en reparler après 2002. En attendant, et fort des soutiens largement salués de Valéry Giscard d'Estaing ou de Raymond Barre, il a écarté toute idée de convenance. Nul ne peut 15 mois à l'avance prévoir le résultat de l'une ou l'autre élection, ni décider à qui tel ou tel ordre pourrait profiter. Demain, les députés voteront pour trancher ce débat. Les socialistes ont a priori besoin du renfort d'une douzaine de députés UDF. Si le suspense est faible, cette majorité de circonstances ne se fera pas avec aisance. Alors François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'UDF. Vous ne siégez plus au Parlement puisque vous êtes député européen. En revanche, au Congrès d'Angers, donc vous aviez amené l'UDF à prendre clairement position pour une inversion du calendrier ou un rétablissement du calendrier. Ça vous fait bizarre ce soir de voir qu'une partie de l'UDF fait cause commune avec le Parti socialiste ? Et que le Parti communiste est avec d'autres, le RPR, bon, ça n'est pas très important. La seule question qui se pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui est utile pour la France et les Français qui vont voter? Ça, la seule question. Nous, on assiste quand même à un clivage assez curieux. Et C'est vrai que tout le monde est partagé. Oui, et que même François Léotard a dit qu'il ne fallait pas que l'UDF s'associe à une combine avec le PS. C'est un clivage curieux parce que c'est habituellement l'idée que le gaullisme a portée. La grande idée gaulliste, c'était que pour construire des institutions solides, il fallait que le peuple s'exprime en élisant un président. Et tous les Français le savent. Et donc c'est un peu curieux de voir que on n'est pas exactement sur les mêmes lignes qu'on attendait. Mais je reviens à la question. Au fond, les Français, les femmes et les hommes qui nous écoutent, ils se posent une question très simple. Quelle va être la procédure démocratique ou le chemin démocratique qui va nous permettre d'exprimer notre jugement, notre avis, et de remettre de l'ordre dans tout ça? Le débat, on l'a bien compris. Eh bien, pour remettre de l'ordre dans tout ça, il faut que, comme c'est le bon sens, le président soit élu en premier et les députés en second. Donc ça, c'est votre position. Ouais. Mais alors il y a combine avec le PS, il y a convenance personnelle pour vous, pour Lionel Jospin, il y a quoi? C'est une idée, vous le savez bien, c'est une idée que nous avons les premiers exposés, les premiers annoncés et portés. Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, moi-même, il y a plus de 18 mois. C'est une idée dont nous avons été la première et longtemps solitaire expression. Eh bien, lorsque d'autres vous rejoignent sur vos idées, la moindre des choses, c'est de rester fidèle à elles. Parce que des gens qui changeraient d'idée, simplement parce que viennent les rejoindre d'autres et créer ainsi une possibilité de faire adopter ces idées, ce ne seraient pas des gens très sérieux. Depuis votre prise de position, vous avez eu des petites pressions amicales, des petits coups de fil, je ne sais pas si Jacques Chirac vous a appelé. Il y a, pas sur moi, mais j'ai cru sentir qu'il y avait des pressions extrêmement amicales sans doute, mais si j'ai bien compris, extrêmement pressantes. Et moi je dis une chose simple. Il faut arrêter de se faire peur avec son nombre. C'est pour ça qu'il n'y a que 22 députés sur 71 qui vous suivent là, dans votre groupe. Pas... Le vote c'est demain, donc pour l'instant vous on est là dans les votes. Vous ne pouvez pas le savoir, donc on verra le nombre exact. C'est pas très facile de résister aux pressions, je le sais bien. Mais il y a des moments dans la vie où seul le courage simple, de gens qui disent « je crois à ceci et nous allons le faire ».
C'est ça qui permet de construire. Parce que réussir à faire peur aux gens pour qu'ils abandonnent leurs propres idées, au bout du compte, ça mène à quoi? Ça mène à ce que nous voyons, une crise politique dans laquelle plus personne ne croit à ce que les hommes politiques disent parce qu'ils savent qu'ils ne le disent pas en conscience, ils le disent en fonction de l'intérêt de son camp ou de son parti. Même si on vous dit que vous faites le jeu du gouvernement, du Parti socialiste, que vous divisez l'opposition, c'est quoi? C'est un positionnement de M. Bayrou aujourd'hui pour des échéances futures? Vous voulez qu'on réfléchisse une seconde ensemble. À gauche, une minute. À gauche, une partie de la majorité, le PC et les Verts, va voter de manière tout à fait contraire à ce que le Parti socialiste propose de faire. Ils vont voter contre. Est-ce que vous entendez la gauche dire c'est le divorce, c'est l'explosion, c'est des traîtres? Non. Il y a, au fond, une meilleure culture de respect. Le jour où dans l'opposition, cette culture de respect régnera, l'opposition l'emportera. C'est en tout cas votre vœu, j'imagine, pour les scrutins suivants et futurs. Voilà. Et construire cette culture de respect sur ce qu'on croit, sur des convictions fortes. Quand on croit quelque chose, on le dit, on le défend jusqu'au bout. Voilà, c'est simple. Et c'est un grand sujet national que de faire que l'ordre revienne et qu'on puisse voter pour le président d'abord et les députés après, comme les Français de bon sens, de droite et de gauche, le veulent. Merci M. Bayrou et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Il a fallu 8 heures de négociations la nuit dernière à Marie-Lise Lebranchu et les représentants des barreaux pour mettre un terme à la grève des avocats. C'est chose faite, l'aide juridictionnelle sera doublée dans de nombreux cas dès l'an prochain. Cet après-midi à l'Assemblée, la garde des Sceaux a annoncé une inspection des services judiciaires sur l'affaire des disparus d'Auxerre. Il n'est pas normal, selon elle, que cette enquête se soit arrêtée alors qu'un certain nombre de faits auraient pu être découverts et que l'on en soit aujourd'hui à parler de prescription. Alors que sur place, les fouilles se poursuivent, nos envoyés spéciaux ont retrouvé le procureur de l'époque, Joël Bruyandet, Fanny Auvergne et Bernie Mériot. Au milieu des tonnes de terre que les gendarmes ont retournées, 5 piquets de bois. Voici l'endroit où les enquêteurs ont déterré hier ce qui pourrait être la première des 7 disparus de Lyon. Pour ces gendarmes, si Émile Louis a avoué plus de 20 ans après les faits, ce n'est pas par hasard. Il y a eu des tempêtes du jardin, sans qu'on peut dire qu'il avait compris ce que prescription voulait dire. À 200 mètres de là, d'autres recherches ont commencé sur le 2e site indiqué par le chauffeur de car. Pour Pierre Maunoir, la découverte d'hier, c'est la preuve qu'il ne se battait pas pour rien. Pendant toutes ces années de silence, il était presque le seul à chercher la vérité. Pour la morale d'une ville ou d'un département, il n'est pas bon que des affaires criminelles aussi importantes que celles d'aujourd'hui soient dites pour l'image. Et donc à l'époque, ça aurait bloqué la justice ? Je pense qu'à l'époque, ça a peut-être bloqué la justice, mais malheureusement, si la justice avait fait son travail à l'époque, nous ne serons sûrement pas là aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, la justice, à Auxerre, a déjà entendu parler d'Émile Louis. C'était en 1981, on retrouve précisément à Rouvray le cadavre d'une jeune fille qui vivait alors chez la concubine de M. Louis. René Meyer était alors procureur à Auxerre. En 1981, il ouvre une information contre X. 3 ans plus tard, il requiert le non-lieu. Avant de requérir le non-lieu, je sais que je m'en étais entretenu avec le juge d'instruction de l'époque et on était pratiquement tombé d'accord sur le fait qu'il n'y avait aucun élément à charge. Seulement aucun. Et il y avait des soupçons, et c'est tout. 2 enquêtes sont aujourd'hui ouvertes, l'une judiciaire, l'autre administrative. Cette dernière devra éclaircir le rôle des responsables des services sociaux. Certains d'entre eux, comme cet homme, ne se sont jamais portés partie civile. Un coup de théâtre dans l'affaire Lubin. Ce bébé de 2 mois, mort à la suite de mauvais traitements. Devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, la mère du nourrisson avait été condamnée à 15 ans de réclusion et son mari innocenté. Aujourd'hui, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ordonne sa remise en liberté. Explication de Yasmina Farber et d'Agnès Gardet. Un coup de théâtre. Magali Guillemot sort libre de la maison d'arrêt de Versailles. Libre 4 semaines à peine après sa condamnation à 15 ans de prison pour avoir provoqué la mort de son bébé, Lubin. Magali Guillemot vient de bénéficier de l'application de la loi sur la présomption d'innocence. Après le verdict de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, elle avait formé un pourvoi en cassation. La nouvelle loi lui permet d'être rejugée.
Pour son avocat, cette liberté sous contrôle judiciaire est légitime en attendant un second procès. La condamnation, on en reparlera devant la deuxième cour d'assises. Mais aujourd'hui, alors que depuis des années, des décennies, on nous dit inlassablement la justice doit considérer que la liberté est la règle et la détention l'exception, eh bien aujourd'hui elle a démontré, la justice, qu'elle savait appliquer les grands principes. La chambre d'accusation a considéré qu'avant le premier procès, Magali Guillemot était déjà libre sous contrôle judiciaire et qu'il fallait suivre cette même logique dans l'attente du second procès. Cette fois, elle comparaîtra seule dans le box pour les maltraitances sur Lubin. Le 23 novembre dernier, les jurés de la cour d'assises des Hauts-de-Seine avaient choisi d'acquitter Jérôme Duchemin, le père de l'enfant. Dans l'enquête sur le double meurtre de Lunel dans l'Hérault, 2 jeunes gens ont été mis en examen pour assassinat. Il semble bien qu'ils aient prémédité leur acte et se soient livrés pendant plusieurs heures à des violences sur le couple pour obtenir l'argent qui était nécessaire à l'achat de leur drogue. Les 2 jeunes gens ont été déférés devant le juge. Et puis l'enquête sur l'assassinat de Jean-François Philippi, l'ancien président du Sporting Club de Bastia. Sa mort en décembre 1994, à la veille du procès de la catastrophe de Furiani, avait fait couler beaucoup d'encre. Aucune piste n'avait débouché jusqu'à ce que les juges de l'antiterrorisme reprennent le dossier. Stéphane Bretner et Michael Darm. 6 années séparent ces images de la vague d'interpellation qui a débuté hier soir. 26 décembre 1994, Jean-François Philippi est abattu devant sa maison de Luciana d'une balle en plein cœur. Plusieurs pistes vont être évoquées. Une vengeance avant le procès de la catastrophe de Furiani, où il était cité comme prévenu en tant que président du club de Bastia. On pense aussi au règlement de compte. Jean-François Philippi, proche du milieu nationaliste, est l'un des premiers abattus dans la guerre fratricide à laquelle vont se livrer les mouvements insulaires. Mais le 25 avril 1997, coup de théâtre, Jacques Vergès, avocat de la famille, évoque le dossier des ordures ménagères. Jean-François Philippi, président du syndicat intercommunal, doit désigner une entreprise pour construire une usine de traitement à Bastia. Jacques Vergès désigne alors l'entourage d'une personnalité politique de premier plan comme responsable. En juillet dernier, la juge antiterroriste Laurence Levert reprend l'affaire et réactive la piste des ordures ménagères. Elle ordonne les 6 interpellations en Corse et sur le continent. L'avocat de la famille Philippi reprend espoir. Enfin, un juge s'intéresse à ce dossier et on s'oriente vers ce que nous avons toujours précisé aux divers interlocuteurs que nous avions, c'est-à-dire que c'est une affaire politico-mafieuse, véritablement. Parmi les 6 personnes interpellées, des chefs d'entreprise dont certains avaient déjà été entendus il y a 3 ans comme témoins. D'autres seraient proches du mouvement nationaliste autodissous MPA. Les gardes à vue se poursuivent, mais pour l'instant, aucun interpellé n'a été mis en examen. Devant la cour d'assises de Toulouse, ce sont les événements du quartier du Mirail qui vont être examinés. C'était il y a 2 ans. La mort du jeune Habib, tué par la police, provoquait plusieurs journées d'émeutes au cours desquelles Jérôme Chaboub tirait sur un policier et un passant. Il est aujourd'hui poursuivi pour tentative de meurtre. Muriel Assaga et David Bress. Jérôme Chaboub vient de fêter ses 22 ans derrière les barreaux. Le voici dans le box des accusés pour tentative de meurtre sur un policier et un passant. Le soir du 18 décembre 1998, Jérôme est dans sa chambre située dans cet immeuble. Il aperçoit une voiture en feu, puis une patrouille de police. Armé d'une 22 longs rifles, il décide de faire un carton, dira-t-il. Une balle frôle un passant. Environ 20 minutes plus tard, Jérôme blesse un brigadier. Le lendemain des faits, nous filmons par hasard Jérôme dans le square. Jamais il ne cherchera à fuir notre caméra. Un mois après, le jeune homme reconnaît les faits. Pour lui, il fallait faire quelque chose après la mort de Habib, tué par un policier. Le quartier du Mirail s'embrase. Affrontements, violence, haine. Pour la défense, l'affaire Chaboub n'aurait pas existé sans ce contexte social. Le fait que des adolescents puissent aller ainsi à la dérive parce que leur père est mort alors qu'il avait 3 ans, parce que leur mère a mené une vie de déshérité, ce fait-là c'est au moins aussi important que le fait que des forces de l'ordre puissent se faire agresser. Je veux dire, l'un et l'autre sont autant intolérables, mais peut-être que l'autre est la conséquence de l'un. La souffrance, elle peut expliquer beaucoup de choses, mais elle n'excuse sans doute pas un acte délibéré.
Pour sa défense, Jérôme se borne à dire qu'il ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Un argument faible pour juger de la détermination avec laquelle il a tiré sur le policier. Comment améliorer la sécurité des convoyeurs de fonds? Le décret paru aujourd'hui au journal officiel tente d'apporter une réponse. Il y est question d'aménagement dans plusieurs milliers d'agences bancaires, de bureaux de poste ou de centres commerciaux. Il y est aussi question de la formation des transporteurs de fonds, une formation que la Brinks a voulu la plus réaliste possible. Loïc Delamornay, Christian Leroux et Nathalie Berthier. Pas de banque ni de supermarché à l'horizon, mais un sous-sol de parking. Ces convoyeurs sont encore en jean, leur arme n'est pas chargée et leurs précieuses pochettes ne renferment que du papier journal. Sous les injonctions autoritaires de leur instructeur, ces jeunes apprennent leur futur métier. Faut regarder l'environnement autour de vous. Voilà, très bien. Premier jour de formation à la Brinks. Ces garçons ont entre 25 et 30 ans, pas de diplôme et un casier judiciaire vierge. Certains se voient déjà dans l'uniforme, d'autres sont plus hésitants. J'avais un besoin, quoi, peut-être de retrouver l'uniforme, la rigueur, la camaraderie qui règne au sein d'un équipage. Et donc je l'ai trouvé par cette formation, quoi. Ça me collait à la peau, quoi. J'ai conscience qu'effectivement, c'est pas un travail, c'est pas un emploi comme un autre. Il y a beaucoup plus de danger que d'être professionnel dans l'armée où vous avez quand même, c'est pas pareil. Vous êtes au quotidien, vous êtes dans la rue. Dangereux comme dans ce film pédagogique, dont la Brinks se réserve la projection à des convoyeurs expérimentés et qui est l'exacte reconstitution d'un braquage sanglant de 1996. Tiens, je vais partir, appeler. Des réactions de surprise, de peur, risque de mourir est là présent. Des réactions aussi, des sentiments d'abandon. Aussi l'impression d'être dans un film, dans un cauchemar. L'impression que c'est pas tout à fait la réalité. La sécurité, c'est savoir faire les bons choix, comme ici, où le chauffeur applique une procédure de fuite en laissant les deux otages derrière lui. Une décision pas facile à prendre. Vous me dites, est-ce que c'est pas trop simple de voir les choses comme ça? C'est-à-dire, tu pars et puis tes collègues ils restent sur le trottoir. Posons-nous l'autre question inverse. Quelles conséquences cela peut avoir lorsque le malfaiteur monte dans le camion blindé avec éventuellement les otages? Pour les instructeurs, les braquages dramatiques ne sont pas une fatalité. C'est pourquoi la maîtrise de l'arme est une des priorités de la formation. Aujourd'hui, c'est le test final de tir. 60 cartouches à tirer en 5 minutes avec ambiance bruyante de trafic urbain et un instructeur qui volontairement stresse ses élèves. La formation ne dure qu'une semaine, mais ici elle a le mérite d'être obligatoire pour tous les convoyeurs, ce qui n'est pas encore le cas dans toutes les entreprises de convoyage de fonds. Monsieur Quinton, l'instructeur, lui accueillera la semaine prochaine une nouvelle promo avec sa petite mise en condition habituelle. Vous lui demandez de venir, il va vous demander comment ça se passe. Vous lui dites pas de problème, ça se passe mal. La suppression des monopoles en conformité avec les réglementations européennes se fait parfois avec un petit peu de mal, comme à Toulon. L'ouverture d'une desserte vers la Corse par la compagnie italienne Corsica Ferry provoque la colère des marins CGT de la SNCM. Ce soir, ils ont manifesté en nombre à l'arrivée du premier ferry italien qui doit partir d'ici une petite heure pour l'île de Beauté. Le Conseil constitutionnel censure une mesure importante de la loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agit de la ristourne dégressive de la CSG qui permettait aux smicards non imposables d'être exonérés de 10% de contribution sociale. Et puis à l'Assemblée nationale, Lionel Jospin a annoncé l'alignement du RMI dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole. Un rattrapage en 2 temps, d'abord au 1er janvier 2001, puis au 1er janvier 2002. L'absorption de 6 grammes par Pernod Ricard, c'est la question que c'est chose faite pour un peu plus de 8 milliards de dollars. Ricard récupère ainsi tous les vins et spiritueux du groupe 6 grammes avec des marques prestigieuses comme les whiskies Chivas, Regal. C'est un lapsus révélateur. Mais où se trouve Alfred Sirven? C'est la question que se posent les 4 policiers français toujours à Manille pour pister l'ancien numéro 2 du groupe ELF. Ils le suivent de résidence en résidence sans parvenir à l'arrêter, car il semble bien qu'Alfred Sirven bénéficie de la protection d'une secte très puissante aux Philippines, dont fait partie justement sa compagne. L'enquête à Manille de Philippe Rochaud et de Christian Lebras. Ses fidèles protègent peut-être Alfred Sirven sans le savoir. Nous sommes dans l'un des multiples lieux de culte de l'Église du Christ aux Philippines, une secte difficilement pénétrable à laquelle adhèrent près de 10 millions de personnes et qui a même ses milices. La compagne d'Alfred Sirven, Vilma Medina, en fait partie avec ses 2 enfants.
Les fidèles versent une contribution importante pour faire vivre cette église du Christ. Aux dernières élections, ils ont tous voté Estrada, actuellement jugé pour corruption. Mais la secte dément protégeait Alfred Sirven. Les catholiques ne reconnaissent pas l'église du Christ. À l'image du père Roberto Reyes, ils dénoncent cette collusion entre la secte et le pouvoir politique. Dans cette crise que nous traversons avec le procès du président Estrada, l'Église du Christ a clairement choisi son camp, celui d'Estrada. Car elle doit rester cohérente. Depuis qu'il est au pouvoir, l'Église du Christ s'est vue attribuer des postes importants, comme celui de ministre de la Justice. Mais le ministre de la Justice n'a pu obtenir la reddition d'Alfred Sirven. En retraçant l'itinéraire de l'ancien argentier du groupe Elf qui se perd dans les ruelles des faubourgs de Manille pour arriver à une résidence bien gardée, nous avons pourtant trouvé, sur le portail de sa maison désertée, le signe de la secte de l'Église du Christ. Les policiers chargés de l'enquête ne pensent pas officiellement pourtant que la secte protège Sirven et livre des explications plus banales. Il utilise des noms d'emprunt, mais surtout, il bénéficie de l'appui et du soutien de la famille de sa compagne philippine. De plus, il n'arrête pas de se déplacer, ce qui complique les choses pour nous. La stratégie des policiers français et philippins, c'est de laisser filtrer suffisamment d'informations pour que l'homme se sente traqué et qu'il fasse un faux pas. Mais pas trop tout de même, afin qu'il ignore l'orientation des recherches. C'est la difficulté de trouver ce juste milieu qui a fait échouer jusque-là les dernières opérations. Au Mexique, le Popocatépetl est entré en éruption. Le volcan se trouve à 60 km au sud-est de Mexico. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir la pluie de feu qui s'abattait sur la montagne. Des pierres en fusion retombaient à 10 km à la ronde. L'alerte maximum a été déclarée, mais il n'y a pas pour l'instant de victimes. Et puis en Turquie, les autorités ont décidé d'employer la manière forte pour venir à bout d'une grève de la faim engagée par 200 détenus d'extrême gauche. Des centaines de policiers et de gendarmes ont lancé l'assaut contre une vingtaine de prisons dans le pays. Il y a pour l'instant 17 morts. Richard Binet. Elle a tenté de s'immoler par le feu. Elle ne veut pas qu'on la soigne. Elle fait partie de ces centaines de militants d'extrême gauche en grève de la faim depuis 2 mois pour protester contre leurs conditions de détention. Ce matin, les autorités turques ont décidé d'en finir. Dès l'aube, des unités spéciales ont attaqué simultanément une vingtaine de prisons. Assaut massif, utilisation de bulldozers et de marteaux-piqueurs, officiellement pour mettre un terme à l'action des grévistes, en fait pour tenter de reprendre en main des établissements pénitentiaires surpeuplés, en proie aux gangs et aux chefs mafieux. Les forces de sécurité font de leur mieux pour ne blesser personne. Nous essayons de trouver une solution pour éviter un bain de sang. Mais l'opération a mal tourné. 2 membres des forces de sécurité ont trouvé la mort lors des affrontements. 15 détenus se sont tués par le feu. Dans la rue, des parents des grévistes de la faim tentent de s'opposer à leur hospitalisation. Des groupes d'extrême gauche se joignent à eux. La police multiplie les interpellations. En vain. En début de soirée, 7 prisons de Turquie étaient toujours en rébellion. En Israël, Benjamin Netanyahou renonce à se présenter à l'élection au Premier ministre. Il l'avait déposé comme préalable l'autodissolution de la Knesset pour obtenir une majorité gouvernementale. Les députés israéliens ont refusé. Ce sera donc Ariel Sharon qui représentera le Likoud. Quelle est la place de la femme dans les instances de décision? Elle est minoritaire, c'est ce que répond le rapport du Conseil économique et social. Si les femmes représentent 46% de la population active, quand on arrive en haut de la hiérarchie, elles sont beaucoup moins nombreuses. Florence Griffon et Alexandre Delaval. Cette femme est une exception. À 44 ans, elle est à la tête de Coca-Cola France, une entreprise de plus de 2000 salariés. Une dirigeante dans un monde masculin. En France, 95% des plus grandes entreprises ont à leur tête un homme. Le changement, il faut l'illustrer d'une manière assez forte. Depuis 2 ans, elle a su faire accepter ses méthodes à ses collaborateurs. Un changement culturel au féminin. Oui, c'est une très bonne idée ça. Moi je refuse par exemple toutes les réunions tardives. Je refuse aussi les réunions qui durent beaucoup trop longtemps par rapport à ce qu'on a y traité. J'essaye vraiment d'économiser le temps de chacun. Et je crois que ça c'est quelque chose que les femmes ont bien en tête. Comme elles ont eu l'habitude de jongler avec leur vie personnelle, leur vie familiale, leur vie professionnelle, elles sont très économes de leur temps mais aussi du temps des autres. Elle,
n'a pas voulu nous raconter les obstacles que les hommes de l'entreprise ont dressés sur son chemin. Ici, on tente justement de conseiller les étudiantes sur les embûches qui les attendent. Donc je crois que la mentalité des jeunes hommes change aussi. Nous sommes à l'école des mines de Paris. Ces jeunes filles, futures ingénieurs, espèrent trouver leur place. Traditionnellement, c'est plutôt la femme qui assume le fait de devoir s'occuper un peu des enfants, de devoir un peu sacrifier sa carrière. Aujourd'hui, on est un peu dans une perspective différente où on peut voir ça à deux. Et ça dépend beaucoup des entreprises, ce qu'elles peuvent permettre, ce qu'elles offrent. On observera beaucoup plus la façon dont s'habille une femme, la façon dont elle se présente. Et qu'on regardera dans un deuxième temps uniquement ses compétences. Et le rapport présenté aujourd'hui au Conseil économique et social ne va pas les rassurer. Il dénonce des discriminations persistantes envers les femmes, aussi bien en termes de pouvoir que de salaire. Il reste une inégalité salariale qui est inexplicable, injustifiée et injustifiable, mais qu'en plus cette inégalité devient de plus en plus importante au fur et à mesure que les femmes approchent du sommet. Comme si au fond, quelque part, on disait aux femmes, écoutez, on est assez gentil de vous nommer au sommet ou de vous nommer cadre supérieur, mais en plus, vous n'allez pas nous embêter en demandant la même chose que les hommes. Reste à espérer que les femmes, une fois au pouvoir, rétabliront l'équilibre. Dominique Réniche, elle, assure payer de la même façon les hommes et les femmes de son entreprise. Une nouvelle application du principe de précaution. Les personnes qui auront séjourné plus d'un an en Grande-Bretagne entre 1980 et 1996 n'auront pas le droit de donner leur sang. Il s'agit de prévenir contre la transmission de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le risque est infime. À peine 1% des donneurs est concerné par cette mesure. Dans le Vendée Globe, la course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale, Yves Parlier ne veut pas abandonner. Malgré son dématage hier, il veut poursuivre la course et rallier les Sables d'Olonne sous gréement de fortune. De la musique maintenant avec ce groupe qui s'impose de plus en plus comme l'un des grands groupes français. Il s'appelle Autour de Lucie. Son succès, il l'a bâti à coups de tournées et de concerts à travers la France. Olivier Lenuzza et Blaise Grenier. Tu n'as même pas vu que j'étais partie alors. Autour de Lucie, autour de Valérie, auteur, compositeur et interprète. Je suis revenue. Comment entrerait au port? Autour du monde, le groupe emporte dès ses débuts en 1993 un succès d'estime aux États-Unis, en Angleterre et au Japon. Autour de la France, des dizaines de concerts donnés dans les petites et moyennes salles de province. Il y a plein de radios qui font des sondages auprès des auditeurs et qui leur demandent au bout de 5 ou 6 secondes si le morceau leur plaît. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse savoir. Enfin, la musique, c'est quelque chose qui pénètre en vous lentement. C'est pas du c'est pas du fast-food, quoi. Je reviens et j'ignore ce qui nous ramène au Une voix, une guitare et le recours à l'électronique. Le fait qu'on puisse, avec l'équivalent de juste quelques dizaines de milliers de francs de matériel, avoir un son, avoir le contrôle total sur le son et préciser ça et faire du définitif, faire du disque à la maison, dans un tout petit studio, et avoir vraiment un contrôle précis de l'univers sonore. Je pense que c'est pour ça que tout le monde s'y met, parce que c'est un outil qui est vraiment très très puissant, quoi. Qui m'aime suivent de bas en haut, de haut en bas. Faux mouvement, le titre du dernier album d'un groupe Autour de Lucie qui distille avec élégance une pop douce amère. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal, je vous en rappelle le principal titre. L'A3-2X s'appellera désormais l'Airbus A380. Ce sera le plus gros avion de l'histoire, un défi technologique pour l'Europe et une menace pour Boeing. Son lancement vient d'être annoncé à Toulouse. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet. 20h50, la seconde partie de Sans Famille avec Pierre Richard. Vers minuit 30, le journal de la nuit, ce sera Laurence Piquet. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Denis Kessler, le vice-président du MEDEF. Et à 13h, ce sera bien sûr Gérard Rolls. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours de 20h sur France 2. Bonne soirée.